Alors, je m'appelle Rokhaya Diallo. Professionnellement, je suis journaliste, réalisatrice et autrice. Je suis, je suis une femme d'origine sénégalaise, française d'origine sénégalaise. Je suis noire. Je suis musulmane. En termes de... Je ne sais pas si je peux me décrire en termes de privilège et d'oppression, mais je dirais que en termes de classe sociale, je suis originaire d'une classe sociale plutôt défavorisée et qu'aujourd'hui j'évolue dans une classe sociale plutôt favorisée. Ma trajectoire, c'est une trajectoire un petit peu atypique où j'ai fait des études classiques, mais aujourd'hui j'ai la chance d'exercer une profession que j'ai choisie en grande partie ou qui m'a choisie. Des fois j'ai l'impression que c'est plus l'inverse. Donc une succession de hasards m'a permis d'avoir finalement pas mal de liberté, de flexibilité professionnelle. Et voilà, donc au quotidien, je travaille pour plusieurs médias, je fais des chroniques, j'anime un podcast qui s'appelle Kif Taras avec Grace Lee, j'écris des livres, je donne des conférences. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Alors, j'habite à Paris, qui est la ville où je suis née. Je vis dans le nord-est parisien, pas très loin de l'endroit où j'ai grandi. J'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris, qui, lorsque j'ai grandi, était un quartier très populaire, qui s'est beaucoup embourgeoisé depuis mon enfance. Hein, c'est plus le Paris des années 80. Euh, mais c'est un territoire auquel je suis attachée, donc je m'exprime, je pense, beaucoup en tant que parisienne, même si j'ai passé mon adolescence en banlieue. Je suis quand même assez attachée à cette territorialité, non pas parce que ça a un sens, c'est plus par rapport à un attachement affectif, on va dire, des souvenirs, des choses avec lesquelles j'ai grandi. Euh, j'ai eu, en fait, politiquement, à un moment de ma vie assez précis à m'exprimer comme française, non pas parce que j'attachais une valeur particulière à l'identité française, mais parce que c'est quelque chose qu'on m'a nié, en fait, qui est factuel. Je suis née française et j'ai toujours été française et je n'ai jamais eu autre chose que ça. Mais ma couleur de peau m'a valu beaucoup de questions qui m'ont questionnée là où je ne m'en posais pas. C'est-à-dire que comme la plupart des gens, en fait, j'ai vécu comme française sans que ça ne soit une interrogation de ma part, mais elle est devenue une interrogation dans le regard des autres. Et donc j'ai commencé à travailler sur l'idée de ce que ça signifiait d'être français et sur l'idée que c'était pas uniquement être une personne blanche de culture chrétienne. Et donc, m'exprimer en tant que française a été très important par rapport à ce que ça impliquait en termes de représentation, tout simplement, et de la manière dont on envisageait le pays, dont le pays se considérait, dont il se percevait. Et ça m'a amené donc à travailler autour de cette définition et à prendre la parole, du coup, beaucoup à l'étranger en tant que française. Donc c'est assez drôle parce que là où cette identité ne fait aucun doute lorsque je sors des frontières de mon pays, elle est questionnée en permanence lorsque j'y suis. Et toutes les critiques que je peux formuler par rapport à la France en tant qu'entité politique, elles sont perçues comme une détestation du pays, là où je constate que des personnalités politiques très à gauche qui sont très critiques de la même manière vis-à-vis de la France, mais qui sont blanches, ne sont pas du tout perçues comme n'aimant pas la France. Et on voit bien qu'il y a une injonction à aimer la France spécifique qui est adressée aux personnes qui n'ont pas l'air françaises, en tout cas aux yeux de certains. Et ça, je trouve que c'est assez spectaculaire parce que je vois des propos identiques euh, prononcés par d'autres, identiques aux miens prononcés par d'autres, dès lors que ces personnes sont blanches, ne sont pas du tout vécues comme des agressions. Alors que quand ça provient de ma part, eh ben, c'est vécu comme anti-France, une espèce de défaut de loyauté. Et du coup, c'est vrai qu'on me demande souvent des gages de loyauté par rapport à la France, comme si c'était quelque chose qui n'était pas par défaut, qui n'existait pas par défaut, quand on n'a pas une apparence de français classique traditionnel, même si je ne crois pas beaucoup à ce type de dénomination.
Donc en termes d'engagement, c'est vrai que j'ai eu un premier engagement qui a été associé, enfin j'ai eu plusieurs engagements préalables à mon engagement antiraciste, un premier engagement altermondialiste, et donc si on doit s'exprimer en termes de territoire, c'était vraiment le fait de questionner les rapports Nord-Sud. En fait, le travail de Aminata Traoré, l'ancienne ministre du Mali, qui est militante altermondialiste, tout comme le travail de Naomi Klein, la journaliste canadienne, leurs travaux m'ont beaucoup inspiré dans le questionnement des rapports Nord-Sud. Et donc cette idée du fait qu'en vivant dans un pays dit du Nord, on bénéficiait du travail et de l'oppression de personnes qui vivaient dans le Sud, sans au départ faire le lien entre cet intérêt que je portais pour cette domination avec le pays de mes parents. Alors que maintenant, ça me semble évident que j'avais une sensibilité qui était liée tout simplement à la trajectoire migratoire de mes parents. Donc voilà. Donc cette idée d'être à la fois originaire du Sud, mais en même temps citoyenne du Nord, donc bénéficiaire de ce système de privilèges, c'est quelque chose qui m'a traversé longtemps. Et après, mon autre engagement, c'est quand j'ai passé mon adolescence à La Courneuve et mes jeunes années adultes. Et du coup, j'ai été présidente du conseil local de la jeunesse à La Courneuve, qui a été un espace dans lequel j'ai vraiment pu formuler des questionnements politiques que j'avais en organisant des débats citoyens sur le territoire de La Courneuve et en faisant venir des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir ce type de débat dans des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais pas, j'ai pas un attachement viscéral à une identité nationale. C'est plus affectif et puis après c'est concret quoi. Je sais que je suis française, que je suis parisienne par mes pratiques culturelles, par ma manière de m'exprimer, par mes goûts. C'est des choses dont on ne se défait pas, qui sont au-delà de ce qu'on peut penser politiquement. Donc ça c'est quelque chose qui m'a imprégnée depuis que je suis née. Mais bon, à part ça, voilà, je pense que ouais, c'est comme ça que je peux définir, enfin que je peux répondre à cette question. Alors moi j'ai décidé de m'engager en premier lieu sur la question des droits des femmes et je pense que c'est complètement lié à ma condition. Je crois pas qu'on puisse vraiment s'engager sans être partie prenante ou quelque part dans l'engagement. Pour ce qui me concerne, j'ai une sensibilité accrue aux questions d'oppression parce que femme noire musulmane issue d'une famille pauvre, donc forcément j'avais les radars en alerte depuis le début. Et c'est vrai que c'est le féminisme qui m'a parlé au départ. Et en fait, je me suis éloignée du féminisme mainstream, on va dire, français, quand on a commencé à avoir des discussions sur le voile en 2004 et que j'entendais des femmes en fait expliquer que d'autres femmes n'étaient pas libres, qu'elles ne devaient pas aller à l'école, et que moi en fait je ne comprenais pas du tout. C'est-à-dire que je ne comprenais pas. Quel était le débat? Ce que ça pouvait faire à des femmes que d'autres femmes choisissent une religion qui implique des choix vestimentaires, enfin, qui n'oblige personne d'autre qu'elle-même à s'habiller de cette manière-là. Et donc j'ai pris un peu mes distances par rapport à ça et j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux questions raciales. Et j'ai vraiment été... Donc l'année suivante, il y a eu la loi sur le port du voile, enfin, sur le port des signes religieux ostentatoires en 2004. Et ensuite, en 2005, les révoltes qui ont démarré avec Chizoua, après la mort de Zied Benna et Bouna Traoré, qui étaient poursuivis par des policiers, alors qu'ils n'avaient rien fait. C'était, voilà, ils sortaient d'un match de foot, c'était un soir de Ramadan, ils ont vu la police, ils avaient 15 et 17 ans, ils étaient 3 d'ailleurs, il y avait Mouhitine Hatoun, ils se sont réfugiés dans un transformateur électrique, et en fait ils sont morts électrocutés, Mouhitine Hatoun a survécu, mais il a survécu parce que la vague électrique en fait est passée par le corps de ses amis, donc c'est vraiment la tragédie ultime. Il a été grièvement blessé, malgré tout interrogé sur son lit d'hôpital au lendemain de l'accident alors qu'il était dans un état vraiment grave. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est la manière dont les informations ont été traitées. À l'époque, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. En fait, il a accusé très rapidement
ces jeunes-là d'être des voyous. Il a dit, quand on n'a rien à se reprocher, on ne fuit pas devant la police. Et je me suis dit, mais il faut vraiment être blanc pour dire ça, en fait. Parce que quand on habite un quartier populaire, qu'on n'est pas blanc, on a peur de la police parce qu'on sait que... On sait ce qu'a démontré aujourd'hui le défenseur des droits, à savoir que quand on est un jeune garçon perçu comme arabe ou noir, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé que le reste de la population. Donc on sait qu'on va être contrôlé, ce qu'on ne peut pas imaginer quand on n'est pas en fait un jeune homme noir arabe. Est-ce que même moi j'aurais eu du mal à imaginer en tant que jeune femme des quartiers populaires, puisque 90% des contrôles d'identité s'exercent sur des hommes. Donc même moi j'avais pas cette conscience-là. Mais j'avais quand même compris que ces jeunes-là n'avaient absolument rien qui justifiait cette course-poursuite qui a abouti à un drame. Et donc le traitement médiatique de leur décès m'a paru vraiment odieux. Et le fait que les débats soient portés uniquement par des hommes blancs de centre-ville qui ne connaissaient rien en banlieue populaire et qui parlaient de manière continuelle des banlieues m'a vraiment interpellée et me donnait le sentiment que j'étais injuriée en fait directement. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ce que je voyais à la télévision, dans les chaînes d'infos, c'était le début vraiment de l'explosion des chaînes d'infos, ça s'adressait à moi et aux miens d'une certaine manière, en tout cas aux gens qui me ressemblaient, physiquement et socialement, et qu'on nous crachait à la figure en fait tous les jours. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de dire mais non, en fait, on a des choses à dire et on a envie de prendre la parole. C'est comme ça que j'ai fondé Les Indivisibles, pour justement dire que la France, c'était autre chose. En tout cas, c'était ce qu'on nous montrait à la télévision, mais autre chose en addition. Ce qui faisait d'elle autre chose, eh bien, on ne le voyait jamais, et qu'il fallait qu'on arrive, nous, à apporter une critique des médias sur notamment tous les propos racistes qui étaient tenus de manière récurrente et régulière, et puis proposer une autre vision de ce qu'était un citoyen, une citoyenne en France à l'époque, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai créé une association qui s'appelle Les Indivisibles, qui a choisi, malgré le climat très très oppressant, qui a choisi l'humour pour déconstruire les préjugés racistes, et qui a choisi aussi d'organiser une cérémonie de remise de trophées qui s'appelait les Yabon Awards, où on décernait tous les ans des trophées aux propos les plus racistes de l'année à des personnalités politiques, publiques, médiatiques, artistiques, et qui a bien fonctionné. La cérémonie a bien fonctionné, et l'idée c'était vraiment d'interpeller les médias. Parce que nous, on était sensibilisés, il n'y a pas de souci, mais on se rendait compte qu'il y avait une forme d'impunité dans la prise de parole raciste, et que le minimum, c'était de confronter les gens à leur prise de parole et au moins de les ridiculiser, et de retourner d'une certaine manière la honte. Parce que ces gens-là parlaient, nous stigmatisaient, je dis nous, parce que même si dans Les Indivisibles, tout le monde n'était pas forcément non-blanc, et qu'on a tout simplement avoir le pouvoir de montrer qu'on les entendait, qu'on pouvait répondre, qu'on pouvait le faire avec humour, et qu'on pouvait obtenir une diffusion du résultat de la cérémonie dans des médias nationaux. C'était une manière de peser dans le débat public et de tout simplement, comme disent les Américains, name and shame, quoi, d'une certaine manière, associer le nom, les propos de certaines personnes qui s'estiment respectables aux préjugés racistes. C'était une manière un peu de les faire tomber de leur assurance et de leur piédestal. Donc le travail qu'on a mené au sein des Indivisibles avait vraiment pour vocation d'interpeller les médias, de questionner l'espace public, mais aussi de permettre aux gens qui sont toujours cités dans les médias, sans jamais avoir l'occasion de parler, tout simplement de reprendre le pouvoir le temps d'une soirée. J'avais monté cette association Les Indivisibles pour lutter contre les stéréotypes diffusés largement dans l'espace public. Je l'avais montée avec des amis, elle a duré un certain temps, et puis effectivement, à titre personnel, je me suis rendu compte que l'engagement collectif n'était pas facile, d'autant plus que j'ai commencé à avoir une visibilité médiatique individuelle. Et ce qui est compliqué avec un parcours individuel, c'est qu'il est toujours attaquable, et que je ne voulais pas que mes éventuelles erreurs personnelles puissent peser sur le collectif. Donc rapidement, je me suis dit, s'il s'agit de prendre la parole en mon nom propre et de m'exprimer sur d'autres sujets que le racisme, qui était l'objet de l'association, il fallait que je le fasse en tant que moi-même, sans représenter qui que ce soit, parce que je ne pouvais pas parler de sujets qui n'avaient rien à voir, comme l'écologie, comme la dette grecque, des choses comme ça,
en ayant toujours l'étiquette de présidente de cette association. Donc j'ai décidé de prendre mes distances et de finalement ne collaborer que ponctuellement avec des organisations antiracistes dans le cadre de projets, de manifestations, de tribunes, etc. Mais de parler vraiment en mon nom propre, sans engager ni une communauté, ni un groupe, sans avoir de mandat. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi, je suis devenue journaliste, et le journalisme, c'est vraiment pour moi un espace qui me permet de donner à voir des questions qui sont peut-être invisibilisées, et puis d'apporter une perspective aussi un petit peu différente de celle de la majorité des journalistes par rapport à la lecture de l'actualité, puisque je commente beaucoup l'actualité. Je sais, c'est une grande partie de mon travail d'être débatteuse, enfin, je ne sais pas s'il y a un terme pour dire ça, mais en tout cas de commenter l'actualité quotidienne, donc de le faire aussi avec ce regard et tout le vécu que je peux avoir, qui n'est pas forcément le vécu des personnes qui sont autour de la table. Et puis après, moi, de produire, indépendamment des débats où on me propose des sujets sur lesquels je réagis, moi, de produire des ouvrages, des livres sur des thèmes différents, y compris sur des thèmes qui peuvent paraître secondaires, comme les cheveux afro, où là, j'ai fait un travail, par exemple, avec une photographe qui s'appelle Brigitte Sombier, un livre sur les afro-descendants, le rapport au corps, à l'estime de soi à travers le cheveu, et la manière dont on présente publiquement un cheveu qui est stigmatisé, qui est le cheveu frisé, crépus, des personnes qui sont d'ascendance africaine, donc ascendance africaine au sens large, en incluant l'Afrique du Nord et toutes les diasporas, Caraïbes, Océan Indien, etc. Et donc ce travail-là, donc impulser en fait un travail dans l'espace public pour rendre un petit peu plus, en tout cas donner une visibilité différente à des questions qui étaient restées dans le champ de l'université ou peut-être dans les cercles de blogging assez spécialisés. Et puis, je réalise aussi des documentaires où là, je travaille sur les questions de violence policière, d'identité, pas mal entre la France et les États-Unis, les questions de haine sur Internet aussi, et de représentation des minorités dans les arts. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ce sont des projets que je peux impulser ou qu'on me propose, mais qu'après, je réalise avec ma sensibilité. Et puis, mon autre mode d'expression, c'est d'écrire des articles. J'écris pour plusieurs rédactions nationales, internationales. Et je donne par ailleurs des conférences en France et à l'étranger, surtout en fait beaucoup plus à l'étranger qu'en France, sur ces questions-là, de féminisme, de migration, de racisme. Voilà, donc j'ai choisi finalement tout, quand on regarde les choses de près, tout est axé autour de l'écriture. Et j'écris des choses j'écris sous des formes différentes, sur des thèmes variés, mais l'axe, c'est vraiment les questions d'égalité, de justice sociale, de respect des droits humains, et puis après, d'alliance éventuellement avec d'autres thématiques qui ne sont pas les thématiques premières que j'ai mobilisées, mais avec lesquelles je me sens en solidarité, parce qu'il y a toujours des questions de représentation, d'égalité, et voilà, c'est comme ça que je me mobilise, mais j'avoue qu'aujourd'hui, voilà, je me définis pas déjà je me définis pas professionnellement comme une militante, même si je me sens militante, c'est pas l'étiquette que je porte parce que souvent on utilise cette étiquette-là pour disqualifier les gens le travail des gens. Donc j'ai un emploi, voilà, donc je gagne pas d'argent en tant que militante, mais en tant que journaliste ou réalisatrice. Mais parfois, en tout cas, certaines personnes m'étiquettent comme militante, mais de manière malveillante, pour limiter, d'une certaine manière, mon travail comment dire, en ne donnant pas le qualificatif de travail. Parce que voilà, ce que je fais, je le fais par engagement, mais c'est du travail, c'est pas juste des émotions qui sont exprimées sans qu'il y ait une construction, une présentation de quelque chose qui a été réfléchi, qui a été produit. Donc voilà, et pour ce qui est des collectifs, des associations, je collabore ponctuellement, mais aujourd'hui je ne m'imagine pas dans une structure associative, une organisation militante ou un parti politique.